Bonjour à tous, bonjour, ça commence à se Bonjour. connecter. Bienvenue à notre webinaire autour de l'observabilité augmentée par l'IA. Donc merci à tous d'être présents. Est-ce que vous pourriez simplement nous mentionner, nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de son, de problème d'image, voilà. Simplement pour confirmer que tout est OK. Ça démarre, ça commence à taper. Bonjour à tous. Yes, Super, super. ok, merci Romuald. Du coup, le temps que les différentes personnes arrivent, on va démarrer tout en douceur. Donc effectivement, sur ce sujet, l'IAOps, l'observabilité augmentée par l'IA, c'était vraiment un sujet phare cette année. On en parle beaucoup chez nos prospects, chez nos clients. Quels sont les outils à utiliser, quels sont les cas d'usage, qu'est-ce que de manière concrète ça permet aussi de faire et quels bénéfices on en retire et comment mettre en place un petit peu toute cette démarche. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter toute cette partie. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Jérémy tout au long de la session, dans le chat, etc. On est vraiment là pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à intervenir sur une partie des slides ou alors simplement de nous donner votre avis. Donc voilà, très rapidement, ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus, de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet. Il y a de tout. On a beaucoup de webinaires qui sont prévus, comme ceux que vous voyez à l'écran. Je vais vous envoyer le lien de notre page webinaire. Vous pouvez vous inscrire aux webinaires qui vous plaisent. Mais on a aussi des articles, des replays, des livres blancs, plein de choses sur les sujets des infrastructures. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette ressource si ça vous intéresse. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Synapsys, on est une société de conseil et d'expertise spécialisée dans les infrastructures IT. Donc on intervient, on accompagne nos clients qui sont des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire dans leurs projets infra, dans différents domaines. Ça peut être le cloud, le DevOps, le modern workplace, la cyber, la data, l'IA, etc. Donc on a vraiment une palette un petit peu d'expertise qui sont dans le monde de l'infra. Donc c'est vraiment notre positionnement. On est 180 consultants répartis en France, à Paris, Lyon et Lille, et puis un bureau à Kuala Lumpur. Voilà pour cette petite introduction. Jérémy, je te laisse la parole pour te présenter. Et puis après, pour aborder le sujet, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est vraiment fait pour ça. Très bien. Ok, alors écoutez, bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy Coury. Je suis chez Synapsys depuis 3 ans maintenant. Je vois encore des personnes qui disent bonjour dans le chat. Donc, j'ai rejoint Synapsys en tant que DevOps, ingénieur DevOps, et j'ai passé 3 ans en mission chez Crédit Agricole, dans le branche innovation et technologie, où justement, j'ai eu l'occasion de bosser sur des sujets qui vont concerner ce webinaire. Donc, on va pouvoir commencer, je pense. L'observabilité augmentée par l'IA, de la réaction à l'anticipation. On va orchestrer ce webinaire sur des présentations globales de l'observabilité pour faire un petit rappel. Euh, Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont ses limites? Et ensuite, quels seront les apports de l'IA à l'avenir aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement de l'intelligence artificielle? Et on aura un petit cas d'usage et je vous présenterai quelques petites technologies qui sont connues en tout cas pour fonctionner là-dessus. Euh, donc l'observabilité, c'est quoi? Il faut bien distinguer l'observabilité du monitoring. C'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont quand même différentes. Le monitoring, si on part dessus, ça va être quelque chose qui va nous permettre de voir, d'observer ce qui se passe, si on a une infrastructure qui fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Là où l'observabilité va nous permettre de comprendre quand elle ne fonctionne pas. Et c'est justement ça la petite différence, c'est que l'observabilité, ça va être notre enquêteur et notre outil qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. L'observabilité, ça nous permet, en fait, on récupère quoi comme données, hein? On récupère des métriques, tout ce qui va être, par exemple, CPU, RAM, enfin des métriques vraiment hardware des machines. On récupère des logs aussi applicatifs, les logs applicatifs, les logs techniques, tout ce que l'application ou les serveurs vont produire, hein, en complément des traces. C'est la même chose. Le logging va être plus associé côté applicatif et les traces, ça va être plus côté technique hardware. On l'observe
via du monitoring et ça, c'est le petit bloc, la partie KPI, justement. L'observabilité pour qui justement, ça concerne qui concrètement? Ça concerne en tout cas 3 acteurs que moi j'ai identifiés. Le premier c'est le DSI justement, tout simplement. Ça va lui permettre de garantir une continuité de service et d'optimiser les coûts de son infrastructure. Le responsable production et infrastructure, ça va lui permettre d'enlever du stress globalement à ses équipes et de mieux organiser les gestions d'incidents. Et les équipes tech, et ça va justement leur permettre d'aller plus vite pour réparer, quand il y a des problèmes, pour analyser et pour avoir de la matière à observer. Donc ça, c'est l'observabilité aujourd'hui. Il y aura une petite différence pour demain. Demain, j'appelle demain, c'est avec l'intelligence artificielle. Hem, L'observabilité, quelles sont ses limites? On peut constater du coup sur cette, diapositive-là j'ai mis une partie avant, sur la partie gauche et une partie aujourd'hui. Si on constate globalement, on peut voir que l'infrastructure aujourd'hui, c'est énormément, densifié dans le sens où auparavant, on avait très peu de serveurs, très peu de bases de données. Pour afficher, par exemple, pour un site internet assez simple, on avait, très peu de ressources et on était sur des environnements qui étaient du on-premise, hein. Ce que j'appelle on-premise, c'est des serveurs qui sont hébergés localement par les entreprises. Hem, donc le dashboard, en fait, finalement, était très simple. L'observabilité était très simple. On avait beaucoup moins de métriques, en fait, à aller récupérer. Quand aujourd'hui, justement, c'est totalement différent. On a pris une échelle qui est totalement différente. On est sur des environnements aujourd'hui qui sont très souvent en tout cas, tout ce qui va être e-commerce, des environnements cloud hybrides ou cloud uniquement. Donc on a des fois plusieurs cloud providers. On va avoir du GCP, on va avoir du AWS. On va avoir aussi une partie on-premise avec des vieux serveurs qui n'ont pas été migrés, ou ça peut être une volonté de l'entreprise, tout à fait. Et donc tout ça, ça rend toute la partie observabilité beaucoup plus compliquée à analyser, puisqu'on a des métriques dans tous les sens. On a des microservices, on a des conteneurs, des fois on a des services managés par du coup le cloud provider, on a des API, et en fait tout ça, ça a dupliqué, ça a exponentiellement augmenté le nombre de dashboards à surveiller. Et donc c'est beaucoup plus compliqué globalement d'observer et de comprendre quand il y a un incident, puisqu'on doit aller parcourir des métriques dans tous les sens. J'ai identifié 4 points globaux pardon, sur, les limites de l'observabilité. Les surcharges d'alerte, globalement, ça représente quoi? Ça représente aujourd'hui, on va avoir quand on a une observabilité qui est pas, idéalement construite, on va avoir peut-être 500 alertes par jour. Je pense que quand je dis 500 alertes par jour, ça choque peu de monde ici. Moi, en étant dans l'équipe de production de CATS, je me rappelle avoir créé pas mal de règles pour mes mails où je devais, catégoriser ça, c'est des warnings, ça, c'est des KO, avec des règles assez intelligentes, en fait, finalement. Et j'avais, on va dire, peut-être pas 500, mais je devais en avoir au moins 200-300 chaque jour et j'en analysais pas la moitié, j'en ai analysé un petit pourcentage et ça pouvait arriver justement que ce soit un petit pourcentage de plus qui m'aurait permis de comprendre un problème avant qu'il arrive. Ça, c'est très important et ça fait vraiment partie des limites aujourd'hui, c'est tout ce qui va être, faux positif en permanence. Le deuxième point clé des limites, en tout cas de l'observabilité, c'est la partie réactif au lieu de proactif. Globalement, c'est un constat aujourd'hui. À moins qu'on utilise sans le savoir, des blocs d'IA, on est au courant quand il y a un problème, quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ça comme on a un cambriolage chez nous, sauf que la caméra nous prévient quand le cambriolage est terminé. Globalement, c'est assez représentatif parce que c'est toujours un fait. On est alerté quand il y a un problème par des remontées clients ou c'est quand c'est très bien fait, quand le monitoring est très, très bien fait et l'observabilité, enfin, c'est surtout la partie monitoring. On arrive des fois à avoir un petit peu d'avance, mais c'est assez rare en réalité. La corrélation impossible à l'humain, ça rejoint finalement le point précédent où en fait, on a beaucoup plus d'informations qu'avant et c'est beaucoup plus compliqué pour un humain d'observer ne serait-ce que 200 dashboards en parallèle avec des remontées dans tous les sens. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui et en fait, on a souvent des incidents, comme je l'ai marqué, qui proviennent de signaux faibles. Donc c'est-à-dire, on va avoir quelques erreurs 404 et ça va augmenter progressivement
et ça va s'arrêter, et ça va reprendre, et ça va augmenter. Et en fait, c'est une façon assez invisible pour nous de se rendre compte des choses, et on peut très souvent, c'est des causes réelles d'incidents de production. Et le dernier impact, enfin le dernier, pardon, je lisais déjà le titre, le dernier point clé, c'est la partie impact métier fort. Et donc ça, globalement, c'est quelque chose qu'on a remarqué avec l'expansion d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, l'économie pardon, numérique, elle est beaucoup plus importante. On a beaucoup plus de concurrence. Un site d'e-commerce qui est tombé, ne serait-ce que 5 minutes, et ben, potentiellement, ces 5 minutes de perdu, c'est des clients de perdus qui vont aller chez un concurrent ou, bon, à part quand c'est l'État, où il n'y a pas trop de concurrents, où les gens tolèrent moins les pannes, pour tout ce qui va être concurrence, Amazon, et cetera, bah, c'est beaucoup plus impactant. Je n'ai pas de chiffres précis à donner sur le coût d'un incident en production. Malheureusement, il n'y en a pas, et encore heureux qu'il n'y en ait pas de publié. Mais donc chaque entité, chaque entreprise a ses données à ce niveau-là. Mais globalement, ça coûte toujours de l'argent. C'est de façon indirecte la plupart du temps, mais ça coûte toujours de l'argent parce que quand il y a un problème de production, on va payer pendant 3 heures ou 4 heures quelqu'un, et même des fois plusieurs personnes pour faire des réunions, pour expliquer pourquoi ça s'est passé. Et donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, s'il n'y a pas de clients qui sont passés, qui ont abandonné, on va dire, leur processus d'achat, c'est tant mieux pour nous. Mais derrière, on a perdu de l'argent parce qu'on a payé des ingénieurs pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, dans tous les cas, c'est une perte d'argent. Ça, c'est les limites globales. Maintenant, je vais vous parler d'aujourd'hui, ce que l'IA peut apporter à chacune de ces limites, et globalement, qu'est-ce que l'IA peut apporter à l'observabilité. Si je vais trop vite ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'essaierai de réduire le rythme. On va répondre un petit peu point clé de limite, à résultat, enfin à apport de l'IA à ce niveau-là. Donc la partie détection des signaux faibles, j'en parlais un petit peu plus tôt. Hem, je disais l'exemple d'une machine ou enfin d'un serveur qui va nous envoyer des erreurs 404 de façon aléatoire, et cetera. Justement, l'IA à ce niveau-là va vous permettre de s'habituer à votre contexte, de comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, et globalement de vous permettre d'estimer à quel moment votre capacité ne sera plus en mesure de traiter les erreurs ou le trafic qu'il peut y avoir sur votre site internet. Ça, c'est très important, et c'est globalement l'un des premiers rapports et le plus important à prendre en compte si vous suivez ce webinaire. C'est la prévision qui est vraiment, c'est un apport qui fonctionne aujourd'hui. C'est quelque chose qui on a mis en place, par exemple, chez mon ancien client, Crédit Agricole, et aujourd'hui, on arrivait vraiment à se rendre compte, d'avoir des estimations. On peut le voir en fonction des outils que vous utilisez, un peu comme la courbe que vous voyez ici, une estimation un petit peu graphique. Ça va vous permettre de gérer des alertes, de préparer des alertes pour dire: attention, dans une semaine, au vu de l'augmentation de votre CPU, si vous ne faites rien, il est possible que vous atteigniez un seuil critique. Merci d'ajuster, globalement, votre infrastructure en fonction du problème en question. Je donnais quelques exemples dans la partie, textuelle de cette diapositive. Une latence qui dérive doucement et des petites hausses régulières d'erreurs. Ça, globalement, si je donne un exemple, dans les 200 mails que je recevais chaque jour, comme j'expliquais, un peu plus tôt, on va avoir souvent une cinquantaine, pour pas, je vais peut-être pas dire une cinquantaine, mais au moins une dizaine de mails qui vont concerner la même application, OK? Et on va avoir dans ces 10 mails une petite hausse d'erreur. Et bah, ça, typiquement, nous, si on n'a pas mis un seuil qui nous prévient à partir de 50 erreurs, je ne veux pas le mettre dans une catégorie où je dois faire attention, et ben, en fait, on ne va pas les voir. Et c'est là où l'IA va, en fait, faire ce travail globalement, et ben, en fait, elle va le faire invisible. Elle ne va pas vous envoyer des mails à chaque fois qu'elle va travailler là-dessus, mais en tout cas, avec les règles que vous aurez définies, elle vous permettra de comprendre, enfin d'avoir un petit peu de prévision sur les incidents qui peuvent arriver. Premier point, détection des signaux faibles. Deuxième point, la réduction des faux positifs. Ça, c'est très important, et ça fait partie un petit peu plus tôt, des réductions des fausses alertes que je prévenais plus tôt, j'expliquais plus tôt. Quand on reçoit 500 mails par jour, si c'est le 501e qui pose problème, on aurait bien aimé en avoir qu'un seul et pas 500 avant. Bah justement, ça rejoint le point précédent où l'IA apprend ce qui est normal dans le système et elle filtre les bruits, pics ponctuels sans gravité, et ne déclenche une alerte que lorsqu'un vrai risque existe. Ça, globalement, c'est pas, il faut le voir comme, l'IA, si on appelle ça de l'IA, c'est pas du moteur de LLM, de la contextualisation comme ChatGPT qu'on a aujourd'hui. Ça va être du machine learning la plupart du temps,
Donc il faut le définir, il faut l'entraîner et il faut surtout lui dire quoi faire attention. Il ne va pas le faire tout seul. La corrélation intelligente, donc c'est le troisième point. J'en ai, uniquement 3 en tout cas pour, la partie l'apport de l'IA sur l'observabilité, hein. La corrélation intelligente, ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme j'expliquais dans le schéma où j'expliquais le avant et le après, où on a beaucoup plus de métriques qui remontent de beaucoup plus de serveurs, hem, bah, globalement aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre, de se connecter globalement à, toutes nos, métriques de base de données, toutes nos métriques de serveurs, web, front ou back, et justement, en se connectant à toutes ces métriques-là, en fait, c'est comme toutes les intelligences artificielles, on a beaucoup entendu, l'intelligence artificielle a besoin de données pour, être efficace et cetera et bah, justement là, c'est vrai et du moment qu'aujourd'hui plus on a de données, plus l'IA va être intelligente. Ou en tout cas, elle va pas être intelligente, mais elle va être efficace. Là, justement, on va la connecter à des infrastructures qui, comme j'expliquais, contiennent des centaines de serveurs et cetera. Avec toutes ces métriques, elle va arriver à faire des liens et des corrélations, en fait, entre les éléments et entre les problèmes de production qui peuvent arriver. Je donne un exemple dans cette, slide. Une application où on a un monitoring, où on a une hausse de CPU, une latence réseau et des erreurs dans un microservice. L'intelligence artificielle, donc je dis souvent intelligence artificielle, j'aime pas énormément ce mot, mais on va dire que le machine learning, en tout cas dans notre outil de monitoring, si on peut être un peu plus technique, il va observer les métriques du CPU, il va observer en même temps, en parallèle, la latence réseau et les logs des microservices. En corrélant ces 3 informations-là, il va pouvoir émettre une hypothèse: «Attention, il se peut que votre base de données est sous-dimensionnée». Et bah, ça, typiquement, ça se fait de manière très rapide et un ingénieur aujourd'hui, si on n'est pas un senior qui connaît le service et le contexte depuis, un senior, j'ai dit un senior, un senior qui connaît le contexte depuis, ne serait-ce que, enfin qui est dans l'entreprise depuis 10 ans, on va avoir du mal en fait à faire les liens tout de suite et rapidement. Là où l'IA, en se connectant à des données et en ingérant des données en permanence, va être capable de comprendre et faire des liens. Ça, c'est très efficace. Et là, je vais donner un petit exemple, un petit comparatif entre le sans IA et la partie avec IA. Sur un incident, en fait, hein, qu'on a en production. Je vais expliquer étape par étape, hein. Donc globalement, l'incident, si je le résume, c'est, on a une hausse de CPU qui fait, tomber des serveurs, de front, heu, pour afficher un site internet, hein, par exemple. Donc ça, c'est l'incident, c'est la cause du problème. Sans intelligence artificielle, on va recevoir, si on a défini des bonnes règles de monitoring et pas d'observabilité, de monitoring, on va recevoir des alertes qui vont nous dire: «Attention, votre CPU a atteint les 80 c'est en fonction du pourcentage qu'on a mis, hein et si on ne réagit pas assez vite, bah, le serveur va tomber parce qu'il n'arrivera plus à supporter la charge». En tout cas, sur un environnement simple, je ne parle pas de Kubernetes, je ne parle pas de tout ça, je ne parle pas de choses qui peuvent s'auto-scaler en fonction de règles, je parle vraiment de machines virtuelles ou d'agents Docker, mais sans règles d'auto-scaling toujours, juste des machines virtuelles à l'ancienne, si on peut dire. Bah, le serveur, il va plus supporter la charge et il va tomber, il va se casser et ça veut dire que derrière, on va avoir le client va avoir une erreur 404 et ça va générer pas mal d'erreurs parce que globalement, si on a d'autres outils qui utilisent ce site internet ou les API de ce site internet pour fonctionner, bah, eux, ces outils-là vont avoir des erreurs aussi et ça va donner, bah, une équipe de production qui va se faire harceler, comme j'ai marqué dans la petite, case, sans un mail, incident détecté. Bah, ça, il va falloir que les les équipes techniques observent et lisent ces 101 mails pour comprendre ce qui se passe et ensuite réparer le problème. Là où avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir, en fait, enlever cette étape 101 mails et enlever cette étape crash du serveur. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on va être en capacité de recevoir et d'être prévenu bien en avance du problème. On peut être prévenu même des fois plusieurs semaines en avance. Quand on a une fluctuation qui va dévier de 0,1 par exemple par jour et qui va augmenter de façon régulière, on va pouvoir être prévenu par exemple 3 semaines à l'avance en nous disant: «Attention, il se peut que, en vue de l'évolution de votre charge CPU, votre serveur tombe dans les, 3 prochaines semaines.
merci de préparer quelque chose pour remédier au problème. Et bah, justement, là, on va recevoir un seul mail qui va nous dire: «Attention, un incident va arriver, merci de remédier au problème». On remédie au problème avant qu'il arrive et on n'a pas d'incident de production. Et c'est là où, en fait, ça marche bien et c'est là où derrière, hem, j'ai pas trop fait attention aux personnes qui étaient là, mais par exemple, si vous êtes quelqu'un de technique et que vous voulez vendre ça dans votre entreprise, et bah, je peux vous dire que ça va fonctionner si derrière vous leur dites qu'on peut, faire réduire, par exemple, les incidents de production de j'ai pas de statistiques particulières, mais en tout cas, de faire gagner des heures de travail et de la continuité de service, en fait. Je vais juste faire un petit aparté sur la partie observabilité IA et juste pour me faire un petit peu de précision sur la partie remédiation de l'incident. J'ai fait une slide, pour être plus dans le détail, où je compare l'opération manuelle et l'opération automatisée. Hem, c'est on va dire une petite extension de l'observabilité, ça, c'est la partie remédiation. On on peut aussi imaginer, opération manuelle, ça va être sans intelligence artificielle, hein. Ça peut être aussi avec intelligence artificielle, où c'est des opérateurs humains qui réparent le problème ou, opération automatisée justement, c'est, avec l'intelligence artificielle. Si je reprends l'opération manuelle, l'équipe se fait alerter. L'équipe qui va recevoir tous les mails va se faire alerter des 101 mails, comme j'expliquais. Elle va analyser le problème, globalement, elle peut aussi rediriger à la bonne équipe, hein. La bonne équipe va devoir réanalyser les mails, ils vont faire la remédiation de l'incident et ensuite il y aura une fin de l'incident. Ça, c'est la façon la plus standard, en fait, de régler un problème de production. Là où aujourd'hui, on a la capacité avec ces outils qui sont boostés par l'intelligence artificielle, d'automatiser les processus de remédiation. Alors, ça ne s'automatise pas sur tout, mais en tout cas, sur les problèmes qui peuvent être les plus récurrents, ça s'automatise. Et c'est là encore un point très intéressant. On peut, avec des règles très standards et avec des droits un petit peu supérieurs à la norme des outils d'observabilité sur nos machines, hein, euh, faire la remédiation automatique où on va dire à l'outil, en cas d'augmentation de CPU, si tu juges qu'on va avoir une panne dans les prochaines semaines, hem, déploie-moi, des nouveaux nœuds sur le cluster pour répondre à la charge, le temps qu'on règle le problème. Donc on va pas corriger le problème, mais on va le retarder. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Ou alors, on a un cluster de 3 serveurs de back-end, on a des erreurs parce qu'on a un patch qui est pas passé. Hem, L'outil va nous dire: «Attention, il y en a une des 3 machines qui a du mal à répondre, qu'est-ce que je fais?» Et ben, on peut lui donner des règles dans ce cas-là très précis. Si on a ne serait-ce que 75 des machines qui peuvent répondre à la demande, c'est déjà très bien. Elles auront peut-être une charge plus haute et ben, alors tu redémarres toi-même, tout seul, sans qu'on s'en préoccupe, les machines qui peuvent être redémarrées. Ça, c'est des exemples typiques, en fait, de remédiation automatique. Je vais passer maintenant à la partie cas d'usage, où je vais faire une petite présentation, comme j'expliquais, d'un cas d'usage, typique, qui peut arriver. J'ai pas voulu mettre d'exemples, qui me sont arrivés, chez mon client, puisque j'avais pas le droit de le faire, mais en tout cas, je vais un peu imager ce qui s'est passé. Heu, la situation peut-être avant de commencer sur ça, est-ce que vous avez des questions sur la première partie, observabilité IA, la partie, limites et avantages? Si j'ai pas de réponse, je vais enchaîner et on pourra refaire une petite, partie questions, à la fin du point. J'attends que Guillaume finisse de taper. Non, c'est très clair. Et ben, je suis très heureux de l'apprendre. La partie cas d'usage. Là, je vais donner, comme j'expliquais, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais là, vous allez voir peut-être un peu plus réellement, là où l'IA va apporter quelque chose. On va prendre un cas typique d'un site e-commerce qui, lors des pics de charge, voit certains de ses microservices tomber sans prévenir. Les microservices, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. On les voit assez rarement parce que c'est des petits blocs, heu, qui vont permettre à d'autres blocs de fonctionner et c'est un écosystème de petits blocs qui, s'il y en a un qui tombe, des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Donc ça, des fois, ça a un impact limité ou des fois, ça a un petit impact qui fait boule de neige et bah, en fait, après, c'est des grosses bases de données qui tombent. Donc là, typiquement, l'exemple, on a un pic de charge, certains microservices tombent. Les équipes ne s'en rendent compte qu'après plusieurs minutes d'erreur client. Donc ça, c'est un cas très particulier où là, on peut tout de suite remarquer quelque chose, c'est qu'on n'a pas de monitoring sur ça. Parce que sinon, on aurait été alerté en cas d'erreur
côté machine. Et là, on parle bien d'erreur côté client. Donc, on a une remontée d'un client qui nous dit: «Attention, excusez-moi, j'arrive plus à me connecter à ce site internet ou j'arrive plus à accéder à mon espace client. Est-ce que vous pouvez regarder?» En fait, c'est cette erreur-là qui va faire réveiller les équipes de production pour qu'elles essayent de comprendre ce qui se passe. Il y a un problème de production, on lance un incident, il faut aller le régler. Quel est le problème de l'observabilité dans tout ça? Et bah, justement, les dashboards nous montraient des alertes CPU, mémoire et latence, mais trop tard. Les signaux étaient visibles, mais personne n'avait le temps de les corréler. Et donc là, c'est typiquement du monitoring classique. On a des métriques qu'on voit visuellement, mais on ne sait pas les surveiller. Ou on a peut-être trop de dashboards, ça peut être un cas typique où on a beaucoup trop de dashboards à surveiller et on considère que ces dashboards-là sont moins critiques que d'autres, du coup on ne les met pas en évidence et on les surveille moins. Bah ça, typiquement, c'est du monitoring standard, où c'est des opérateurs humains qui vérifient. Là où on va avoir un apport avec l'IA, c'est que si admettons que dans ce contexte-là, on ait connecté notre intelligence artificielle, encore une fois, je le mets en entre guillemets, le mot intelligence artificielle. Hem, Si on l'a connectée, par exemple, sur notre SI pendant quelques semaines auparavant, elle va comprendre ce qui se passe et elle va pouvoir se rendre compte, en fait, que le microservice, il dérivait lentement de son comportement habituel et elle va pouvoir nous prévenir 30 minutes avant même que l'incident arrive et donc en général, 1 heure avant la remontée client. Parce que les clients réessayent globalement 1 à 2 fois avant d'aller vérifier sur internet s'il y a pas un problème et s'il y a pas de problème avant de créer un ticket. Et donc là, l'IA aurait pu totalement nous prévenir et nous dire: «Attention, votre microservice, va tomber dans 30 minutes. Merci de réparer le problème avant que ça arrive». Et en plus de ça, au lieu de juste prévenir: «Attention, il va tomber», l'IA aurait pu aussi expliquer: «Ça peut être à cause de tous ces petits points que j'ai jugé être anormal en raison d'une latence». La latence, c'est une base de données qui peut être sous-dimensionnée, ça peut être ce genre de choses et en fait, en récupérant toutes les logs applicatifs et les logs techniques justement, de tous les blocs qui proviennent du microservice. Donc l'action et le résultat, là, grâce à l'alerte prédictive émise par l'IA, l'équipe a su ajuster la capacité du service avant que l'incident se produise. Résultat, 0 downtime, pas de stress et un gain de 3 heures d'investigation évité. 3 heures, on est gentil, parce qu'il y a pas que 3 heures. 3 heures, c'est l'investigation côté, équipe de production. Après, on peut rajouter, 1 heure ou 2 de réunion pour expliquer pourquoi le microservice il est tombé, pourquoi les équipes elles ont en fait, on rajoute du stress et c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut éviter d'être des pompiers et on peut être vraiment des ingénieurs qui vont analyser les problèmes avant qu'ils arrivent et ça change globalement tout le métier, bah, de l'observabilité. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu quelqu'un qui était directeur technique en observabilité dans les participants. J'aimerais bien avoir l'avis sur, ce point, à la fin de la réunion si, tu es parmi nous. Et ensuite, je vais enchaîner juste pour terminer globalement sur, la présentation de ce webinaire, sur les outils. J'ai mis une série d'outils, globalement qui sont très utilisés, en tout cas dans les environnements. Moi, je ne les connais pas tous globalement parce que j'ai pas eu l'occasion de bosser avec tous ces outils, mais les plus généralistes sont, en tout cas, Elastic Observability avec son bloc de machine learning où on va le connecter à des métriques, Dynatrace, Davis, intelligence artificielle, Datadog, AppDynamics, New Relic et Splunk. Donc je ne connais pas, à 100 chacun de ces outils, mais si vous avez des questions par rapport à ces outils, on pourra prendre contact et en parler si vous avez besoin d'assistance ou quoi que ce soit à ce sujet. Les outils spécialisés AIOps, ça c'est important. Qu'est-ce que c'est l'AIOps? C'est, on va dire, le futur de, la partie opérationnelle des intelligences artificielles. Donc, les outils que vous voyez, Mocsoft, Big Panda, OpsRamp, Azera et Coralogix là. Existe-t-il des open source? Je ne crois pas, je crois que c'est que des outils qui sont, propriétaires. Elastic, il y a un bloc qui est open source, mais il est plus maintenu depuis pas mal d'années. C'est OpenDistro. Et pour les autres là, je ne sais pas te répondre tout de suite, Jonathan.
Et donc, ce que je voulais juste finir sur la partie outils spécialisés AIOps, globalement, tous ces outils vont vous permettre de corréler des données qui proviennent de métriques d'intelligence artificielle. Donc tout ce qui va être moteur LLM, si vous en avez, dans votre entreprise où vous êtes en train d'en développer, ça peut être des outils qui vont être intéressants pour faire de l'analyse de gros blocs de données, et de la corrélation, en fait, avec tout ça. Enfin, l'observabilité et l'intelligence artificielle, pour conclure, les bénéfices les ROI, justement, moins d'incidents critiques, ça, c'est pour les DSI. Moins de stress pour les équipes, ça, c'est pour les équipes de production. Optimisation des coûts, éviter la surcapacité, c'est pour tout le monde. Améliorer la fiabilité perçue par les métiers et les utilisateurs, c'est pour la direction. Globalement, tous ces outils, tous ces points-là sont importants et tous ces points-là, vont vous permettre de vendre votre projet, en fait, dans votre entreprise ou quoi que ce soit. Et ça vaut le coup vraiment de fouiller ça parce que quand on l'a mis en place, on se dégage une charge énorme de travail. Faut le voir un petit peu comme, quand le DevOps est arrivé et je vais vendre mon métier là-dessus, mais quand le DevOps est arrivé et que les développeurs n'avaient plus à se prendre la tête à comprendre comment industrialiser tout, comment packager leurs images, comment les déployer, comment éviter justement de casser des serveurs de production parce que la charge était trop importante. Bah, le DevOps a apporté tout ça. C'était un métier à part entière, par contre, mais le DevOps a apporté tout ça. Aujourd'hui, je pense que l'IA va apporter énormément à l'observabilité et va permettre justement globalement de gagner du temps, de l'argent et beaucoup de diminuer énormément le stress en fait pour les équipes. Voilà, je te laisse reprendre la main, Nathalie. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions ou des, Oui, voilà, on a oui. encore un peu de temps pour en débattre. Exactement, on a encore un petit peu de temps, donc même vos expériences un petit peu sur le sujet, ou ce que vous avez pensé un petit peu de la présentation. Est-ce que vous êtes à un niveau où vous avez déjà mis ça en place, où vous souhaiteriez justement le mettre en place? C'est l'occasion aussi peut-être de saisir un petit peu cette opportunité et pour en discuter aussi plus tard, en fait, hein, sur comment le mettre en place, sur la méthodo. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, Jérémy, mais je pense qu'il y a beaucoup de Oui, c'est vrai. méthodos à suivre un petit peu pour justement pour l'implémenter, enfin, l'expérimenter et puis derrière l'industrialiser aussi plus largement. Mmh. Donc merci beaucoup. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, vous pouvez encore mettre dans le N'hésitez chat. pas à nous contacter, hein, vraiment, on pourra vous accompagner Ouais. dessus. Bon, on vous contactera de toute manière dans la foulée pour savoir un petit peu si ça vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin. Mais oui, effectivement, s'il y a des sujets de ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois Guillaume et Sylvain qui sont en train d'écrire. Ah. Dans le cas d'une infra, ayant déjà toute la stack métrologique log en place, quel coût de temps, etc. pour mettre en place une solution comme ELK Observabilité? Pour répondre à cette question, Guillaume, ça va dépendre de où sont votre stack metric log aujourd'hui. Si votre stack metric log est déjà sur Elastic, globalement, vous ajoutez les serveurs de machine learning sur votre cluster Elastic, vous créez les règles et ça tourne tout seul. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça tourne la plupart du temps tout seul. Et en tout cas, avec le bloc machine learning de Elastic, il faut juste indiquer quoi surveiller, quel type de métrique surveiller, et en fait, il fera les corrélations tout seul. Full on-premise, non, pardon. Aujourd'hui, quand vous me dites, vous avez déjà toute la stack métrologie log en place. Ma question était, où sont distribués les logs, où sont stockés les logs? Est-ce que vous utilisez des outils transverses pour récupérer les logs? Est-ce que vous utilisez plusieurs outils? Ou est-ce que, par exemple, vous avez tout sur Elastic? D'autres outils, ça peut être Grafana pour avoir les métriques typiquement applicatives, techniques et métriques machine, ou je ne sais pas, Datadog. Est-ce que vous utilisez plusieurs outils pour la partie monitoring? Ou est-ce que vous en utilisez qu'un seul? Et en l'occurrence, si ce serait Elastic, ce serait beaucoup plus simple. C'est ça ma question, Guillaume. Le côté full on-premise n'a pas d'impact sur la façon dont ils vont être transmis et enregistrés quelque part. Oui, plusieurs outils, mais pas de souci pour forker vers ELK. OK. Et bah, à ce moment-là, alors du coup, si je peux répondre en quel coût, en temps, etc., il faut imaginer pour un projet, on va dire globalement, un projet qui aurait des logs applicatifs, des logs techniques et des métriques hardware,
On peut imaginer, pour un serveur, il va falloir une procédure. Pour une application, il va falloir une procédure. Donc, on va dire, ça peut mettre, on va dire, je sais, il faut voir la grandeur de l'application, mais globalement, moi, quand je l'ai fait chez mon client, chez CATS, où on avait des métriques Grafana, etc., j'ai mis quelques semaines, en fait, à faire pointer les logs vers Elastic. Il faut juste avoir préparé le cluster Elastic si vous ne l'avez pas. C'est ça qui est le plus long finalement, parce que globalement, sinon, c'est juste rediriger plutôt que les envoyer sur, par exemple, Grafana, les envoyer sur Elastic via des agents, Filebit, etc. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir déjà le serveur Elastic, c'est le plus compliqué. On peut passer par du full on-premise avec Elastic, il faut juste avoir la licence. Voilà, globalement. C'est pas très compliqué. Il faut juste avoir déjà l'infrastructure de prête. Et si on ne l'a pas, il faut préparer cette infrastructure. Et une fois que c'est préparé, ça se fait en quelques interventions globales. Pas de souci, Guillaume. Moi, j'ai utilisé, pour information, chez mon client, la partie machine learning. Et on a vu une différence, en tout cas dans notre capacité à traiter des alertes. Avec beaucoup moins d'alertes, on s'est rendu compte que pour chaque alerte, on passait plus de temps et on était beaucoup plus proactif et ça marche. C'était plus efficace le service. On a mis un peu de temps, comme je disais, pour mettre en place tout ça, pour s'approprier les outils. Mais une fois qu'on s'est approprié les outils et qu'on a réussi à bien les configurer, ça tourne tout seul, on ne les met plus à jour. Aujourd'hui, on a des process automatisés qui, pour chaque nouvelle application, enfin, je dis on, je ne suis plus chez eux, mais ils ont des process automatisés qui, pour chaque application, va déployer toute la stack machine learning avec les bonnes règles à surveiller, etc. Et donc, les petites particularités, on repasse dessus. Mais il faut voir ça un petit peu comme le DevOps, où quand on a préparé la partie industrialisation, c'est répétable avec toutes les nouvelles applications, on les ajuste un petit peu, c'est un petit peu la même chose avec l'IA, dans la partie observabilité en tout cas. Et voilà. Ah, bonne question. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dans la salle d'ailleurs qui savent ça. Ouais, c'est une très bonne question. Je suppose que oui, mais je pense qu'elle est propre à. Alors oui, projet GitHub, c'est sûr. Par contre, j'en ai pas là, Guillaume. Je pourrais pas vous en donner. Par contre, on en a qui sont très portés à l'application en elle-même. Typiquement, on a des communautés sur la partie Elastic, où on a des forums sur le site d'Elastic. On a des forums pour la partie d'Inatrace. Donc ça va plus être porté, je suppose, au projet, enfin aux applications que à l'observabilité en général. Mais je n'ai pas la réponse exacte, je ne pourrais pas te donner d'informations parce que je ne suis pas un expert dans l'observabilité, je suis plus DevOps qu'aujourd'hui gestionnaire d'observabilité. C'est juste que chez mon ancien client, j'ai eu l'occasion de mettre tout ça en place, donc c'est intéressant d'en faire part avec d'autres personnes. Ok, merci. Mais je suppose que si vous regardez un petit peu sur Internet, vous allez avoir votre réponse, Guillaume. Si je dois comparer les solutions, celle que moi je connais le plus, ça va être Elastic. Ça ne veut pas dire que ce serait la meilleure. Je sais que Datadog et Dynatrace, ça fait partie des meilleurs. Je pense que les trois, si on les met dans l'ordre, je mettrais dans l'ordre vraiment comme je l'ai écrit. Elastic en premier, Dynatrace en deuxième, troisième Datadog. Et ensuite, le reste fonctionne très bien aussi. Splunk va être un peu moins utile parce qu'il sera très associé à du réseau plus qu'à de l'application. Enfin de la métrique hardware, etc. Et c'est juste qu'il y a des blocs de machine learning qui ont été ajoutés dedans, donc j'ai trouvé intéressant de le marquer. Mais globalement, les plus généralistes et ceux qui fonctionnent le mieux, c'est les trois premiers qui en haut.
Et ceux qui ont le plus de, peut-être le plus de, un point important aussi, Guillaume, je pense que Elastic et Datadog seront ceux qui sont le mieux maintenus et qui évoluent le plus régulièrement. Et bah, pas de souci, ça m'a fait plaisir. Merci Guillaume pour les questions. Merci Et merci beaucoup. Jonathan. Et je pourrais te répondre, je pourrais vous répondre, Jonathan, un petit peu plus tard pour la partie open source, si je fais une petite recherche. N'hésitez pas, et on pourra vous donner un petit peu des technologies, quoi. Ouais, Open des source. éléments de réponse. Oui. Ok, et ben écoutez, merci beaucoup à tous. On vous libère. Merci beaucoup pour votre présence. Puis on vous dit voilà, bonne journée, tout simplement. Merci Jérémy, merci pour la presse. Merci, pas de souci. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.